Bonjour à tous, nous allons démarrer. Alors, on va avoir une double difficulté, c'est d'essayer d'attirer votre attention en regardant de ce côté-là plutôt que du côté de la neige. Et puis deuxième difficulté, c'est l'heure du repas. Donc il va falloir essayer de vous tenir à peu près éveillé jusqu'à l'heure du repas. On va essayer. Donc première petite chose, donc un groupe une présentation qui provient du groupe de travail sur l'assurance emprunteur. Et donc là, vous avez 4 représentants qui sont ici. Il y en a d'autres dans la salle. Alors, juste une petite pub au passage. Nous animons 2 ateliers pour ce groupe de travail. Donc, il y a celui-ci et il y en a un autre à 14h45 cet après-midi sur notamment l'impact des taux dans l'assurance emprunteur. Donc, c'est là que ça intéresse. Je fais la pub au passage. Alors, le groupe de travail sur l'assurance emprunteur, c'est environ une cinquantaine de personnes qui travaillent avec une petite dizaine de sous-groupes de travail. Et donc là, vous allez avoir des présentations de 3 d'entre eux qui vont vous être présentés dans la journée, donc ce qui est déjà assez remarquable. Et aussi vous présenter un petit peu l'agenda, parce qu'il y a pas mal de travail, il y a encore beaucoup de choses à faire, vous allez voir aujourd'hui. Et donc pour l'instant, les sous-groupes sont constitués et on va lancer une autre campagne, je regarde Vincent qui est aussi dans la salle, à partir de septembre 2025. Donc prévoyez pour ceux qui sont intéressés de venir nous rejoindre, de nous faire signe à peu près à cette période. Évidemment, on le préviendra un petit peu à l'avance et ça permettra de compléter les groupes de travail, voire en constituer d'autres selon les thèmes à traiter. Donc voilà pour les généralités concernant ce groupe de travail. Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux parties en fait, à cet atelier qui correspondent à 2 sous-groupes de travail. Le premier, donc par Marceau, qui est ici avec moi-même, concernant l'approche exploratoire IFRS 17, dont dans notre jargon, c'est le SGT 11. C'est beaucoup moins sexy, forcément. Et puis une deuxième partie qui concerne le guide réglementaire avec Nathalie et Myriam qui sont là également. Et en plus, on a la chance à cet atelier de pouvoir dire que maintenant c'est officiel, le guide a été diffusé, etc. Donc vous allez avoir une présentation de ce guide réglementaire spécifique sur l'assurance emprunteur. Et c'est un travail assez remarquable parce qu'on a une belle Bible maintenant à notre disposition et c'est vraiment très très intéressant. Donc voilà pour les 2 parties. Eh bien écoutez, je vous propose d'enchaîner tout de suite sur notre première partie concernant l'approche exploratoire IFRS 17. Donc ce groupe de travail, il a été constitué lors de cette saison. C'est comme Netflix, hein, nous c'est pareil, on a différentes saisons qui existent au sein du groupe de travail. Et donc là, on est en pleine approche. Ce que je voudrais dire tout d'abord en présentant ce groupe de travail, l'intérêt c'est que nous sommes 4-5. On n'était pas tous des spécialistes, moi le premier sur IFRS 17, et l'intérêt c'est d'avoir partagé aussi les différentes approches sur cette partie pour pouvoir rentrer un peu plus dans le détail après. Donc une pub là aussi pour les sous-groupes de travail. Cette partie d'échange est vraiment très très intéressante hein, et nous apprend beaucoup de choses. Donc on va vous apporter quelques définitions liées à IFRS 17 dans notre environnement d'assurance emprunteur. Et puis l'idée c'est de vous montrer sur des exemples assez caricaturaux, j'ai envie de dire, comment ça fonctionne IFRS 17 par rapport aux comptes sociaux qu'on a l'habitude de regarder et de faire cette comparaison pour montrer les mécanismes d'IFRS 17 que vous avez déjà un petit peu regardé juste précédemment. Et pour finir, on vous dira où nous en sommes et ce qu'on souhaite faire un petit peu plus tard dans ce groupe de travail. Donc vous voyez le sous-groupe de travail, ben voilà, les contributeurs principaux, nous retrouvons souvent le midi, entre midi et 2, et nous essayons au moins une fois de nous voir autour de plateaux repas ou autres quand même, parce que c'est quand même aussi sympa, hein, plutôt que la visio. Alors, quelques repères donc, pour ce sous-groupe de travail, donc créé début 2024, 4 à 6 personnes présentes. Et donc, l'idée, c'est surtout sur 2 thèmes, c'est d'essayer de faire des comparaisons entre l'approche classique des résultats sociaux, l'approche Solva 2 sur certaines normes de calcul, et puis IFRS 17. Et donc, l'idée, c'est au-delà de cette présentation qu'on va vous montrer aujourd'hui et des mesures de sensibilité à venir, c'est aussi, nous avons l'ambition d'essayer de créer un tableau de comparaison des différentes méthodes, parce que ça a été un peu évoqué précédemment, on s'aperçoit que selon les acteurs,
et c'est particulièrement vrai en assurance emprunteur, pour avoir travaillé sur la provision pour risque croissant, nous l'avons vu, il y a des pratiques extrêmement différentes avec des normes qui ne sont pas toujours très précises et donc une certaine latitude est laissée à chaque opérateur. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire cette analyse comparative des différentes méthodes, hein, avec l'idée peut-être de donner quelques consignes, quelques guides, hein, pour ceux qui ont ce type de calcul à réaliser. Donc voilà pour les quelques repères. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Marceau pour la suite. Merci beaucoup Yann pour l'introduction. Alors, concernant IFRS 17, je vais essayer de ne pas assommer tout le monde avec une liste à rallonge de définitions et je vais essayer de capitaliser aussi sur les définitions apportées par le groupe de travail qui a eu la présentation juste avant. Alors, je vais juste introduire quand même trois éléments majeurs quand même pour les emprunteurs en IFRS 17. Alors, il y a plusieurs modèles, hein, comme l'a expliqué juste avant les présentateurs. Il y a le modèle VFA qui est plutôt lié à l'épargne et également le modèle général qui va ici nous intéresser. Donc, c'est le modèle qui est principalement utilisé pour les emprunteurs. Sur ce modèle-là, il y a le principal élément clé, ça va être la CSM qui va correspondre au stock de profit futur. Il faut savoir que cette CSM, elle va être donc calculée à la date de reconnaissance du contrat et elle va être écoulée tout au long du contrat en fonction des services rendus aux assurés. Ça, c'est le premier élément majeur. Avec cet élément majeur, il y a deux autres éléments qui sont importants, qui sont le risk adjustment, qui correspond à la provision qui est constituée au titre pour faire face finalement aux déviances, à la déviation possible des hypothèses que ce soit de mortalité, de loi d'entrée en incapacité, qui sont utilisées dans le calcul des provisions best estimate. Et enfin, le dernier élément, c'est du coup ce best estimate qui est très proche de celui du best estimate S2, à quelques différences près qui sont les frais non rattachables, la frontière des contrats ou alors la courbe des taux utilisés, et qui correspond à l'actualisation des flux futurs, que ce soit aussi bien les primes perçues que les sinistres payés. Et enfin, un élément important, c'est qu'à la date de reconnaissance du contrat, donc pour le new business, on a la CSM qui est moins BE plus RA. Une fois ces premiers éléments présentés, on a voulu vous rappeler, faire un petit tableau comparatif entre ce qui se passe en normes sociales et en normes IFRS 17. Donc en normes sociales, je pense que vous l'avez tous en tête. Globalement, le compte de résultat, comment il se constitue. Donc on encaisse les primes et il y a différents éléments qui sont des flux sortants, qui sont les sinistres, frais et commissions. Et également tout ce qui va être variation de provision mathématique ou provision pour risque croissant, suivant si on est sur la garantie d'essai ou garantie IT. Et enfin, les bonus malus sur la partie provision pour sinistre à payer ou IBNR. En norme IFRS 17, le compte de résultat il est un petit peu différent. Donc, le partie principale qui va produire du résultat, ça va être notre relâchement de CSM, donc en fonction du service rendu à l'assuré, et également le relâchement de RA. Et enfin, on a deux éléments qui sont entre guillemets moins significatifs en IFRS 17. C'est l'écart d'expérience sur la survenance courante, où on compare finalement la charge de la survenance qu'on avait prévue à l'ouverture versus la charge qui est comptabilisée à la clôture. Donc là, si on a été pas trop mauvais, donc normalement, cet écart d'expérience, il n'est pas censé être significatif. Et enfin, les bonimali, pareil, en S1, en normes sociales, on a l'habitude de faire plutôt des bonis importants si tout s'est passé comme convenu. En IFRS 17, normalement, on est censé faire un petit peu moins de bonis. Alors, l'idée du sous-groupe de travail, c'était de créer un modèle simplifié, histoire de voir un petit peu le compte de résultat et la CSM, comment ils évoluaient au cours du temps. Donc, pour ce faire, on n'a pas voulu monter une usine à gaz non plus, donc on a fait une approche simplifiée avec des paramètres compréhensibles par tous les membres du groupe de travail. Donc, on a décidé de modéliser uniquement la garantie d'essai dans un premier temps. Ensuite, pour la cohorte d'affaires nouvelles qu'on modélise, on a décidé de prendre un âge moyen pour pouvoir ensuite pouvoir calculer les calculs de provision en utilisant
un abattement de la TH002, une table de mortalité classique qui est utilisée sur le marché. Donc voilà, les abattements ils sont différents entre le calcul des provisions sociales et le calcul du BE-IFRS 17. Ensuite, concernant le RA, donc le RA il couvre pas mal de risques, hein, que ce soit risque de frais, risque catastrophe, risque mortalité. Dans le cadre du sous-groupe de travail, on s'est cantonné au risque de mortalité. Et enfin, pour tout ce qui est actualisation, on n'a pas pris de taux technique, donc un taux technique nul et pas d'actualisation afin de ne pas pourrir entre guillemets la lecture des résultats. Et enfin, pas de prise en compte de rachat ni de frais. Alors, sur le graphique de gauche, on voulait vous présenter un petit peu un compte de résultat social classique que vous avez, je pense, tous en tête. Donc, pour une affaire nouvelle, finalement, pour une année de souscription, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, dès que la cohorte est comptabilisée, on a une forte dotation de provision mathématique en année 0, donc qui mène un résultat social négatif au début. Et au fur et à mesure de la vie de nos emprunteurs, globalement, la provision mathématique est reprise petit à petit, et ce qui génère un résultat par la suite positif. En IFRS 17, c'est un petit peu différent. Donc il y a cette CSM qui va être relâchée tout au long de la vie du contrat, et ça nous amène à avoir un résultat qui est beaucoup plus lissé dans le temps. Donc, autant en social, on avait un résultat très négatif en année 1. En IFRS 17, on a un résultat beaucoup plus lissé dans le temps et qui reste tout le temps positif. Au niveau de la CSM, on a une CSM légèrement incurvée là, sur notre exemple. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la CSM, donc il y a une partie BE, une partie RA, et le RA, donc qui correspond on peut appeler ça la prudence, va être relâché petit à petit au cours du temps. Et effectivement, si le relâchement de CSM est moins important que la réévaluation du RA, donc la réévaluation de notre prudence, effectivement, la CSM peut augmenter les premières années, puis diminuer fortement les années suivantes. Donc ça va dépendre très fortement du quantile hein, qui a été choisi par les différents acteurs de la place. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous montrer une petite sensibilité sur le choix du quantile. Donc en pointillé, vous voyez le scénario central avec un quantile retenu, et on a fait varier un petit peu ce paramètre-là pour voir finalement quels étaient les impacts en termes de résultats et en termes de CSM. Donc plus on va augmenter le quantile en termes de risk adjustment, plus effectivement le résultat va être faible au début et deviendra plus important par la suite. Et au contraire, du coup, si on augmente le quantile de manière très forte, donc on a un résultat une CSM quasi nulle au début, qui va ensuite augmenter au fur et à mesure que ce RA va être réévalué. Et donc au contraire, si on baisse le quantile, on va avoir un résultat plus fort au début et un peu moins élevé sur la deuxième partie de la vie du contrat. Une autre sensibilité qu'on souhaitait vous présenter, c'est finalement, donc, là on a pris l'exemple d'une baisse des commissions reversées aux distributeurs. Hein. Voilà, c'est ça. Exactement. Du coup, donc là, on a simulé une baisse des commissions en 5e année. Et effectivement, ce qu'on voit, ce qui est assez intéressant en IFRS 17, c'est que finalement, le résultat, vu qu'il est très lissé dans le temps, il y a assez peu d'impact en année 5, contrairement au résultat social où finalement on a une très forte augmentation du résultat uniquement en année 5, puis on revient à quelque chose de plus dans la moyenne. Donc c'est cette volatilité-là qui FRS 17 finalement gomme. Et en termes de CSM de produits futurs, effectivement, ce delta de commission, il ne passe pas en résultat, mais il passe plutôt en CSM. Donc on a une forte augmentation de la CSM en année 5 qui va petit à petit par la suite être relâchée dans le temps. Voilà. Est-ce que je te laisse présenter les... Alors juste pour terminer sur cette partie-là, alors la remarque que je voulais faire sur cette présentation, l'idée aussi qu'on a partagée, c'est que l'avantage d'IFRS 17, quelque part, moi j'aime bien donner du sens aussi à tout ce que l'on fait, parce que c'est bien les normes, d'appliquer des normes et de remplir des cases, mais à quoi ça sert tout ça ?
Et ce que j'apprécie dans l'approche IFRS 17, c'est que ça oblige maintenant à bien réfléchir à toute la chaîne de valeur de l'assurance emprunteur. De celui qui fait le tarif à la base, dans son petit coin avec ses petites tables et ses petits calculs, à l'établissement des comptes et au suivi dans le temps. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'assurance emprunteur, vous le savez tous, on part sur 15, 20, 25 ans d'engagement. Et donc comment tout ça se comporte dans le temps. Et je trouve que cette norme IFRS 17, si on regarde un petit peu, on prend un peu de recul, a l'avantage de faire parler des gens qui ne parlent pas forcément nécessairement ensemble dans les structures et de réfléchir dès le début à ce que l'on prévoit, ce que j'appelle la promesse, et puis finalement ce qu'on va observer pendant toute la vie des contrats. Donc c'est ça qu'on essaie de faire aussi à travers ce sous-groupe de travail, c'est de redonner un petit peu du sens à tous ces travaux de l'actuaire qu'on va retrouver dans tous ces métiers-là, hein, et donc d'utiliser les intérêts et les avantages de cette norme pour pouvoir redonner aussi du sens à tout le travail que l'on fait, au-delà de tous les calculs et de tout ce qu'il faut remplir, hein, dans les différents rapports. Donc pour aller un peu plus loin dans ce sous-groupe de travail, vous l'avez compris, l'idée maintenant, c'est de reprendre ce petit modèle que nous avons développé, de le complexifier un petit peu plus, et puis de regarder un peu la sensibilité à différents paramètres, pour voir un peu comment tout ça, ça se comporte dans le temps, hein, et comment on peut piloter du coup l'activité de l'assurance emprunteur à travers cette norme IFRS 17, et qui fait écho à ce que j'ai entendu tout à l'heure lors du précédent groupe de travail, hein, c'est comment ensuite on communique, hein, et comment on fait ressortir véritablement cette activité de l'assurance emprunteur. Donc ça, c'est le premier point, donc approfondir les travaux. Et puis le deuxième point, c'est le tableau dont j'ai parlé en introduction, où là, forcément, on va se rentrer un peu plus dans le détail et on va essayer de faire ce petit tableau comparatif des approches de calcul de BE, etc., en montrant les particularités liées à S2 ou liées à IFRS 17, pour que là aussi, on comprenne les écarts qui peuvent apparaître à cause de ces différentes approches. Et puis, pour ça, on va essayer de monter, comme l'a fait le précédent groupe, un questionnaire auprès des acteurs de l'assurance emprunteur, parce que l'idée, pour avoir un petit peu ce qui se fait sur le marché, c'est d'interroger les actuaires de ce marché et de leur demander, dans leur propre structure, quelle méthode, quelle démarche ils ont vis-à-vis de l'assurance emprunteur sur ces différents calculs. Et donner du coup un petit peu de recul par rapport à ce qui existe en termes de pratique aujourd'hui. On va le dire, il y a encore beaucoup de découvertes au sein des acteurs, hein, sur le thème de l'assurance emprunteur, sur ces calculs IFRS 17. Donc voilà pour cette partie. Ce que je fais, si vous avez des questions peut-être maintenant, avant de passer la parole au groupe suivant, est-ce que vous avez des questions déjà sur cette présentation ? J'attends quelques secondes, on ne sait jamais, parce qu'il y a toujours des timides. Moi, j'en fais partie aussi, donc c'est pour ça. Pas de questions particulières? Eh bien, je vous propose de passer à la deuxième partie. Donc on vous retient encore un petit peu quelques instants, malgré l'appel du ventre. On va essayer de faire court. L'objet de notre atelier, c'est de vous présenter donc le guide réglementaire sur l'assurance emprunteur qui donc a été mis effectivement à disposition sur le site de l'Institut des actuaires. On va vous présenter le contexte qui a amené à la création de ce guide, les objectifs suivis, les sources consultées, les thèmes abordés et le suivi qui sera nécessaire à la vie du guide. Et donc pour ceux qui n'auront pas encore eu la curiosité d'y aller, on va indiquer le chemin d'accès. Donc, en tant que chef de file de ce SGT qui s'appelait Veille réglementaire, mais je tiens à remercier donc les contributeurs. Il y a Nana, Jean-Christophe, Léa, Myriam, Chloé et Vincent. Peut-être avant de vous présenter le guide, un petit point sur le contexte, parce que du coup, on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'on parle de juridique parmi les actuaires. Donc, le groupe ADE a repéré une interconnexion entre les volets juridiques en emprunteur et le pilotage de ce risque. Et donc, de ce point de vue-là, il a jugé nécessaire de créer un sous-groupe veille réglementaire. Donc ce sous-groupe-là, il avait pour mission d'aller faire une veille juridique et de recenser toutes les lois qui régissent la matière. Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur ce guide avec donc 3 objectifs.
Le premier, c'est déjà poser le contexte sur pardon. Poser le contexte sur les contrats d'assurance emprunteur en général. Donc, on a fait un panorama de toutes les lois depuis 2009. Ensuite, on a fait la même chose, cette fois-ci, sur l'accès au crédit pour les risques aggravés. Et ensuite, on a réfléchi à la vie d'un contrat emprunteur et on a fait des fiches thématiques par phase de contrat, donc la phase précontractuelle, contractuelle, les aspects financiers jusqu'aux dispositions de ciblage commercial et de sélection de risques. Et en termes de sources, on a vu large. On a commencé par évidemment les sources législatives, donc le Code des assurances et le Code de la consommation. Ensuite, ce qui est naturel pour interpréter les lois, c'est d'aller regarder la jurisprudence. Donc là, on a regardé les arrêts qui sont rendus par plusieurs cours, que ce soit les cours d'appel, les cours de cassation ou même la Cour de justice de l'Union européenne. Un autre aspect de réglementation important dans l'assurance, c'est les positions de la CPR. Donc là aussi, on est parti regarder les recommandations, les publications et même les conférences de la CPR. Et enfin, tout ce qui est droit mou, donc les positions de place, que ce soit les publications du CCSF, le médiateur de l'assurance ou des fédérations. Trop vite là. Attends. Voilà. Donc, notre guide a 5 chapitres. On ne va pas les dérouler, bien sûr, un par un ici, pour vous donner envie d'aller le consulter quand même dans son entièreté. On va juste simplement vous présenter les sous-thèmes de chacun des chapitres et des exemples de restitution pour vous aider à comprendre comment a été constitué le guide. Sur le panorama historique... Assez, voilà. Panorama historique, donc, comme l'a dit Myriam, on a regardé donc, les évolutions réglementaires et les engagements de place en assurance emprunteur. On a fait un focus particulier sur la réglementation concernant l'accès au crédit pour les personnes avec risque aggravé de santé. Donc, en exemple de restitution, donc voilà à quoi va ressembler le panorama. Donc, comme on l'a dit, il a commencé en 2009 avec un accord de place entre FFSA, FBF et GEMA pour la production d'une fiche d'information standardisée en assurance emprunteur. C'est le début de notre panorama. Ensuite, année après année, on recense tout ce qui est paru en termes de réglementation. Donc, comme on l'a dit, droit dur et droit mou. Vous avez à chaque fois un lien, donc c'est interactif, vous cliquez sur le lien et vous avez directement accès. Alors, on prend entièrement l'avis du CCSF du 13 janvier 2015. Et puis, il y a un petit résumé à chaque fois de ce qui est concerné par cette réglementation. Sur la partie règlement risque aggravé de santé, bien sûr, notre référence, c'est la convention AERAS. Avec ses différents avenants, on a identifié à chaque fois un petit résumé et à chaque fois, en gras, on a souligné ce qui était modifié par chaque avenant. Les dispositions précontractuelles en assurance emprunteur, on a identifié 2 à mettre dans le guide, donc la fiche standardisée d'information et puis donc le sujet sur l'équivalence des garanties en assurance emprunteur. Sur la fiche, donc, notre objectif, c'était qu'il y ait un accès facile de l'information. Donc, pour nous, la facilité, c'était de vous indiquer, si quelqu'un consulte le code papier, lui indiquer exactement le cheminement pour aller retrouver cet article. On a identifié l'article dans la partie qui concernait vraiment l'assurance emprunteur. Il y a toujours le lien interactif, bien sûr, ce qui est en bleu, c'est un lien interactif, parce que parfois, ça nous arrivait de tronquer les articles pour les parties qui étaient moins importantes. Voilà. Donc, ça va ressembler à ça. Pour l'équivalence des garanties, donc c'est le Code de la consommation qui en parle. Donc, comme l'a dit Myriam, on a identifié cours de cassation, cours d'appel. Donc là, il se trouve que c'est un exemple où c'est vide, mais c'est justement pour vous montrer que si c'est vide, on a cherché, on n'a rien trouvé, donc c'est pas un oubli de notre part. Donc là, on l'a clairement identifié. Et ici, donc, on a mis une position de la CPR qui en parle. Je vais pas y toucher. Vas-y. Alors, la CSM. Oui, là, parce que là, c'est carrément, il a sauté à... Oh là là, vache. Voilà. Donc, sur les dispositions contractuelles, donc, là, on a identifié plusieurs thèmes, donc les garanties de tarifs, la résiliation, et puis tout ce qui est déclaration et aggravation des risques. Donc là, c'est typiquement une matière où la jurisprudence foisonne. Donc là, on a mis, pour vous expliquer un peu nos choix, ça a été à chaque fois de prendre la jurisprudence la plus récente
ou la plus percutante. Donc là, vous voyez, en l'occurrence, on a des arrêts de 2019 et 2022. On a pris les 2 derniers pour illustrer. Et ensuite, là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que, vous voyez, en fait, il y a une conférence de la CPR qui a été donnée en 2015 sur les questionnaires médicaux. Et donc là, typiquement, c'est une conférence donc, avec un pouvoir législatif inexistant. Pourtant, ça a vraiment changé les pratiques de place sur les sélections médicales en questionnaire. Et donc là, on l'a résumé, on vous a mis en synthèse les différents points qu'elle a apportés. Un doigt plus léger que moi, c'est mieux. Donc sur les... Ouais, je sais. Voilà. Sur les dispositions financières et de provisionnement, donc on a ciblé la durée de l'assurance, les normes tarifaires, TAEG et le provisionnement. Yes. Sur le provisionnement, donc, on n'a pas repris tout ce qui existe dans le Code des assurances parce qu'il n'y avait rien de spécifique sur l'assurance emprunteur. Par contre, on y a mis la référence sur les normes comptables parce que l'article 143.12, il dit justement que les normes qui sont indiquées dans cet article ne s'appliquent pas à l'assurance emprunteur, ce qui en soit une information. Et donc, comme vous voyez, on a pu mettre une référence à une décision du Conseil d'État, voilà, ce genre de type d'information. Et sur le provisionnement, on y a mis le guideline de provision pour risque croissant de l'Institut des actuaires. Et enfin, sur les dispositions commerciales, donc là, on a identifié 2 thèmes, la sélection médicale et notamment celle des risques aggravés. Et puis, en fait, la loi qui a vraiment changé la donne en termes de ciblage commercial, c'est la loi Lemoine, donc les crédits qui sont concernés par la loi Lemoine. Et donc là, en exemple de restitution, c'est typiquement la loi Lemoine. Donc là, vous avez que le code des assurances et le code de la consommation parce que c'est une nouvelle loi. Et donc toutes les autres cases sont vides parce que justement la doctrine de place met du temps à se positionner. Donc ça, c'est un élément de veille important pour la suite des travaux du groupe. Et donc, parlant de veille, ce qui est prévu, c'est que le guide soit revu tous les trimestres. Et donc aujourd'hui, vous avez la version la plus aboutie, mais voilà, on n'est pas à l'abri de coquilles ou d'axes d'amélioration. Donc si vous en identifiez, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Voilà, on sera ravis de prendre vos remarques pour les prochaines versions. Et donc, comment on accède à ce guide? Donc vous allez sur le site de l'Institut des actuaires, vous avez la rubrique se documenter, sous rubrique production de groupes de travail, et le guide s'appelle Guide réglementaire assurance emprunteur. Donc on espère voir plein de clics après cet atelier. Ah voilà. Voilà. Merci Vincent. Et enfin, nous, on peut que vous inviter à nous rejoindre parce que c'est un groupe il y a eu des travaux très intéressants. Nous, en termes, si on devait vous donner un retour d'expérience, c'est quelque chose qui nous a vraiment appris sur nos métiers parce que c'est des réflexions et des méthodes de recherche et des sujets auxquels on ne s'intéresse pas forcément dans nos quotidiens. Pourtant, le volet juridique est de plus en plus important dans nos métiers et donc c'est important que les actuaires se prennent aussi de cette matière et comprennent les enjeux juridiques de la matière qu'ils travaillent. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Si ça peut vous rassurer, le plus gros est fait. Aujourd'hui, il s'agit juste de faire une mise à jour. Mais plus on est nombreux, plus on va repérer des évolutions et ce sera encore plus facile et percutant pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Oui, si je peux me permettre de rajouter une petite chose aussi sur ce sous-groupe de travail, il n'y a pas simplement le guide réglementaire, il y a régulièrement des flashs d'informations qui sont aussi préparés par le sous-groupe de travail sur l'actualité qui nous concerne. Et ces derniers mois et dernières années, elle a été particulièrement riche. Et donc, il y a eu pas mal de flashs d'informations qui j'ai vu aussi, ont été beaucoup relayés. Je l'ai en tout cas beaucoup entendu parler autour de moi. Donc ça fait partie aussi des travaux du sous-groupe de travail. Donc je tiens à le souligner et je complète un petit peu cette partie-là. Ça a été un peu dit par Myriam. Quand on fait le métier d'actuaire, on ne fait pas que des calculs dans des feuilles Excel. Il y a tout un contexte, il y a tout un tas, évidemment une activité très réglementée. Et donc ce guide est vraiment la référence pour notre métier que tout actuaire doit avoir en tête et avoir la curiosité
d'aller très souvent regarder, parce qu'il y a beaucoup de réponses qu'on y trouve, alors qu'on n'y pense pas nécessairement. Et je rappelle aussi, et je le dis assez souvent, quand on travaille également sur ce métier-là, ne pas oublier le contrat d'assurance, parce que j'en connais beaucoup qui se posent plein de questions sur les garanties, etc. Mais la première des réponses, elle est dans le contrat d'assurance déjà. Donc, aller regarder ces contrats d'assurance, ça fait partie aussi de notre métier. On n'est pas simplement là pour faire des calculs, on est là aussi pour regarder de manière complète et à 360 degrés l'ensemble de l'activité d'assurance que l'on regarde. Et donc ce travail que vous avez en restitution aujourd'hui est le reflet et franchement va beaucoup aider un paquet de personnes. Il faut la mise à jour, j'ai bien entendu. Est-ce que vous avez des questions? Et vous pouvez noter qu'on a respecté le timing, donc c'est assez extraordinaire, mais n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, nous sommes là. Merci beaucoup pour la présentation. Dans la liste des points ou à partir des sources que vous avez listées, est-ce que vous avez identifié des points qui posent encore des questions ou des difficultés d'interprétation des textes qui sont en place? Alors, Ça n'a pas été notre axe de réflexion. On a déjà essayé d'identité, de faire, comme on a dit, un panorama et de regarder tout ce qui existait en la matière. Après, en fait, notre position, ça n'a pas été d'interpréter les textes. À chaque fois, c'était des restitutions. Ouais. Je prends l'exemple, par exemple, de l'article, je ne sais plus lequel, du Code de la consommation qui parle d'irrévocabilité des tarifs. Celui-là, il est sujet à interprétation parce que, du coup, la question qui se pose, est-ce que ça s'applique au contrat groupe bancaire ou au contrat alternatif? Et ça, en fait, chaque boîte chaque juriste a sa position. De la même manière que chaque actuaire donne un tarif différent, c'est la même réflexion. Et en fait, nous, on a fait le parti pris de présenter la source et factuelle exactement, et charge à chaque personne, du coup, d'aller regarder la position de sa boîte. Merci. Miam, miam. Bon appétit.